Quand est-ce qu'il faut faire recours à la table de la loi normale sangrée réduite? À quel moment faut-il en faire une lecture directe et à quel autre moment faut-il en faire une lecture indirecte? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette vidéo. Bonsoir. Eh bien, qu'est-ce que la table de la loi normale sangrée réduite? Il s'agit d'une table qui a été établie par les précurseurs de la statistique qui nous offre des probabilités. Tout à l'intérieur de la table de la loi normale sangrée réduite, nous avons des probabilités. Mais comment ces probabilités s'interprètent-elles? Eh bien, il s'agit de probabilités qu'une certaine variable aléatoire, celle que vous seriez en train d'étudier, soit inférieure à un certain seuil fixé. Ce seuil étant appelé le t. C'est ce t qui se trouve dans la première ligne et dans la première colonne de votre table de la loi normale sangrée réduite. Eh bien, la lecture de la table de la loi normale sangrée réduite est très souvent associée au calcul des intervalles de confiance. Lorsque nous disposons d'un intervalle donné, nous allons pouvoir associer un niveau de confiance ou une probabilité à cet intervalle de confiance-là, à l'aide justement de la table de la loi normale sangrée réduite. Retenez déjà ici qu'on parle de lecture directe lorsqu'on dispose d'un intervalle de confiance et qu'on a besoin d'associer un niveau de confiance ou une probabilité à cet intervalle-là. On parlera de lecture indirecte lorsque on souhaite fixer le niveau de confiance et établir l'intervalle de confiance correspondante. Eh bien, dans les deux cas, dans le premier cas, la lecture directe, nous utiliserons le t, le multiplicateur de l'écart type, pour déterminer le niveau de confiance dans la table de la loi normale sangrée réduite. Et dans le second cas, la lecture indirecte, nous utilisons le niveau de confiance que nous aurons fixé pour déterminer le t qui va correspondre à l'intervalle de confiance. Eh bien, très souvent, on note les probabilités qui se trouvent à l'intérieur de la table de la loi normale sangrée réduite par pi de t. Pi de t ou phi de t pour certains. Mais pourquoi cette notation? Pour mettre en évidence le fait que c'est une probabilité qui dépend en fait d'un paramètre t. Voici le paramètre t, le voici dans l'intervalle de confiance. Donc la probabilité dépend de ce t. On dira donc que pi de 2 égale à 0,9772. Comme ici, comme on peut le voir dans ce tableau de la loi normale sangrée réduite. Ici nous avons 2, là nous avons 0. Donc si on fait 2 plus 0, ça fait 2. Et la probabilité correspondante c'est 0,9772. Donc pi de 2 égale à 0,9772. Alors, ce qu'on devrait aussi savoir avant de se lancer, c'est que justement, il faut connaître un certain nombre de formules pour pouvoir utiliser la table de la loi normale sangrée réduite. J'ai dit en introduction que cette table, elle nous offrait de probabilité qu'une variable aléatoire d'étude soit inférieure à un certain seuil fixé. Mais que se passe-t-il lorsque nous voulons vérifier que cette variable aléatoire, au lieu d'être inférieure, est par exemple supérieure à un certain seuil fixé? Ou que se passe-t-il lorsque nous voulons vérifier que cette variable aléatoire-là est bornée entre par exemple deux valeurs fixées? Eh bien, il y a un ensemble de formules qui vous permettent donc de faire ce calcul et ces conversions-là. Alors, par exemple, nous avons ici la probabilité qu'une variable aléatoire x soit inférieure à t. Ça, c'est directement pi de t parce que c'est ce qui nous est donné par la table. La probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 1 moins t et 1 t, ici, ça fait 2 pi de t moins 1. Il y a toute une liste de formules que vous deviez comprendre et apprendre pour pouvoir utiliser la table de la loi normale sangrée réduite. Tout cela paraît théorique. Prenons des exemples concrets pour mieux cerner. Eh bien, commençons par la lecture directe. Nous avons un échantillon d'étudiants dans lequel nous avons une moyenne de 11 en statistique et un écart type de 2. Eh bien, définissons maintenant la variable aléatoire x qui prendra pour valeur les différentes moyennes possibles dans tous les échantillons possibles. Alors, j'explique un peu. Lorsqu'on a une population, on peut tirer une infinité d'échantillons avec remise. Dans chaque échantillon que nous allons tirer, on aura une moyenne qui s'écarte légèrement de la moyenne du premier échantillon, mais qui va lui rester fidèle, qui ne va pas s'en écarter largement. Donc, on définit à partir de là une nouvelle variable aléatoire qui prend les différentes moyennes que l'on peut avoir dans les différents échantillons. Et on se pose maintenant des questions. Quelle est la probabilité
que l'on tombe sur un échantillon dont la moyenne est par exemple inférieure à 7. Et quelle est la probabilité que l'on tombe sur un échantillon dont la moyenne est comprise entre 11 et 13? C'est ce qu'on nous demande quand on nous dit calculer la probabilité que cette variable x soit inférieure à 7 ou que x soit élément de 11 à 13. Alors tout cela est facilement compréhensible lorsque c'est une étude de marché, lorsque vous faites une étude de marché pour un investisseur par exemple. Lorsque dans votre échantillon vous avez une moyenne de, je dirais, de 3500 et que ce résultat est satisfaisant pour l'investisseur, il ne va quand même pas investir sur le coup parce que rien ne montre que l'échantillon que vous avez étudié est l'échantillon qui va venir à sa boutique. L'échantillon qui va venir à sa boutique sera un autre échantillon tiré de la même population. Donc, il a toutes les raisons de ne pas se fier à l'échantillon que vous avez étudié. Il va donc vous demander, serait-il possible que la moyenne des dépenses, par exemple, soit inférieure à 2000? À ce moment, il vous demande, est-ce qu'il serait possible que dans un échantillon donné, je ne sais pas quel échantillon viendra dans ma boutique, mais quelle est la probabilité que dans un échantillon donné, on a une moyenne inférieure à un certain seuil donné? Pour ce faire, nous allons utiliser la table de la loi normale centrée réduite. Dans le cas présent, nous voulons la probabilité que la moyenne des élèves en statistique soit inférieure à 7. Je dirais la probabilité qu'un certain échantillon du même groupe d'étudiants ait une moyenne inférieure ou égale à 7. Alors, il faut déjà comprendre que la variable aléatoire x va suivre une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma. Pourquoi? Parce que x est une estimation en fait de la vraie moyenne. Et on sait tous qu'un estimateur sans biais, ça veut dire qu'en moyenne, cet estimateur-là est égal à sa vraie valeur. Et sa vraie valeur ici connue, ce sera celle-là. Ce qui veut dire qu'en général, si vous faites la moyenne de toutes les moyennes possibles, vous devriez revenir en fait sur votre 11. Donc, le x va suivre une loi normale de paramètre m et d'écart type sigma. Maintenant, comment répondre à la question? Quelle est la probabilité que le x soit inférieur à 7? Quelqu'un pourrait tout de suite me dire, on sait que la probabilité que x soit inférieur à un certain t, ça fait tout simplement pi de t. Donc la personne me dirait, il faut juste aller lire pi de 7 sur la table de la loi normale centrée réduite. Mais ce que la personne aurait oublié, c'est que notre 7 ici n'est en réalité pas notre t. Notre 7, c'est toute la borne supérieure de notre intervalle. Voyez-vous, ça fait n plus t sigma sur racine de n. Parce que si nous allons régler cet intervalle, ça fait moins l'infini à 7. Ce qui veut dire que le 7, c'est le m plus t sigma sur racine de n. Il faut donc extraire le t dans le 7 et l'utiliser. C'est ce que nous avons commencé par faire ici. Le t, c'est égal à quoi? C'est égal au 7 moins d'abord la moyenne. D'accord? Et on divise ensuite par l'écart type. Et on obtient le t. Maintenant, on peut calculer la probabilité que le x soit inférieur à ce t. En lisant tout simplement pi de ce t là. Mais comme on l'a vu précédemment, la probabilité que x soit inférieur à un t qui est négatif, le t étant négatif, ça nous donne 1 moins la probabilité que le x soit inférieur à 2. Donc ça nous fait en conclusion 1 moins pi de 2, puisque celui-là est égal à pi de 2. Et pi de 2, ça nous fait ici 0,9772. Alors, pour être plus conforme, parce que là, on a juste essayé de comprendre comment ça fonctionne. Mais en pratique, un professeur ne donnerait pas les points à cette façon de faire. Il faut se conformer en disant que quoi? Vu que le x, il suit une loi normale de paramètre m et puis sigma, eh bien, x moins m sur sigma, on va suivre une loi normale centrée réduite. Tout le monde connaît cette loi. Et donc, calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7 revient à calculer la probabilité que le x moins m sur sigma il soit inférieur à 7 moins m sur sigma. Puisqu'à mesure que nous transformons la variable, nous allons également transformer de l'autre côté de l'égalité afin donc de maintenir l'égalité mathématique. Et donc ici, on va appeler cette nouvelle variable z. Ça nous ramène à la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 2. Moins 2 étant négatif, ça nous ramène à 1 moins la probabilité que z soit inférieur à 2, ce qui nous ramène toujours à 1 moins pi de 2. Voilà, nous avons attribué un niveau de confiance à cet intervalle-là.
Alors, deuxième question, probabilité pour que le x il soit borné entre 12 et 13. Là aussi, quelqu'un serait tenté de me dire, on a cette formule qui dit que lorsque le x est compris entre moins t et t, eh bien ça fait 2 pi de t moins 1. Malheureusement, on n'a pas le même t ici, et même si on avait le même t, on se tromperait, puisque ça, ce n'est pas le t, mais c'est toute la borne inférieure, et là, c'est toute la borne supérieure. Et vu qu'on a des bornes, des valeurs connues des deux côtés, eh bien, on pourrait se tromper et on pourrait avoir deux t différents. Pour éviter cela, nous allons diviser cet intervalle-là. Voici ce que ça nous donne. Ça donne la probabilité que le x soit supérieur à 12 moins la probabilité que le x soit supérieur à 13. Probabilité que le x soit supérieur à 12, c'est cette partie. Et on va enlever la probabilité que le x soit supérieur à 13. De cette manière, on aura borné x entre 12 et 13. Donc, ça nous ramène à quoi? 1 moins la probabilité que le x soit inférieur à 12, moins 1 moins la probabilité que le x soit inférieur à 13. Mais comme je vous l'ai dit, 12 et 13, ce sont les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle. Il faut donc extraire dans 12 et 13 les t qui vont correspondre. Et ici, vous allez voir que si vous faites 12 moins m sur sigma, le t correspondant c'est 0,50. Ici, vous faites 13 moins m sur sigma, le t correspondant c'est 1. Donc, ça nous fait ici moins pi de 0,50 plus pi de 1. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre ici à attribuer des intervalles de confiance, le niveau de confiance, excusez-moi, aux différents intervalles à partir de la lecture directe de la table de la loi normale centrée réduite. Merci. À présent, prenons un exemple de lecture indirecte de la table de la loi normale centrée réduite. Dans un échantillon de 50 individus, on a obtenu une moyenne de 11, un écart type de 2. Donc, on se propose de donner un intervalle de confiance à 95% de la moyenne. Sachant que la moyenne va fluctuer, au lieu de passer notre temps à estimer des probabilités, qu'elles soient inférieures à un certain seuil, on peut tout simplement décider justement de donner un intervalle de confiance où on est à 95% sûr qu'elle va toujours figurer dans cet intervalle de confiance-là. Pour ce faire, nous savons quelle est la formule de l'intervalle de confiance. La moyenne, le t, le multiplicateur de l'écart type. Ici, nous avons l'écart type de l'échantillon. Et bien, la moyenne, elle est connue. L'écart type de l'échantillon également est connu. Mais ce qui n'est pas connu, c'est le t. Et c'est le t que nous allons chercher en lisant, en faisant une lecture indirecte dans la table de la loi normale centrée réduite. Et pour ce faire, nous allons écrire ceci. 2 pi de t moins 1 est égal à 0,95. Rappelez-vous, je vous avais dit ici que que la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre moins t et t lui-même est égale à 2 pi de t moins 1. Ici, vous allez me dire, mais la variable n'est pas entre la valeur négative d'une valeur et sa valeur positive. Et pourtant, lorsque vous regardez ici, vous avez m moins t sigma racine de n. Là, vous avez m plus t sigma racine de n. Ce qui veut dire que vous avez en fait, si vous faites ici, vous enlevez le m là, vous l'enlevez là, vous ne changez pas en fait mathématiquement l'équation. Et si vous divisez ici par l'écart type et que vous divisez ici par l'écart type aussi, en fait, c'est comme si vous pourriez les simplifier. Ce qui va rester, ça sera quoi? Ça sera moins t ici et t. En fait, c'est la différence en fait de la borne inférieure et de la borne supérieure. Vous aurez le moins t ici et le plus t là. Il y a le sigma, l'écart type ici, mais on peut diviser puisque c'est la même valeur. Par contre, ici, il y a une valeur négative et là, on a une valeur positive. Donc, c'est comme si vous aviez en fait moins t à t. Ce qui nous ramène là, moins t à t. Donc, la probabilité, ça fait 2 pi de 2 moins 1. Donc, 2 pi de 2 moins 1 devrait être égal à la probabilité que nous avons fixée. 95%, ça fait 0,95. Et où est-ce que ça nous ramène? On fait sortir le 1, on divise ensuite par 2, on aura pi de 2, ça sera 1,95 divisé par 2, ça va donner 0,975.
Donc, pi de t égale à 0,975. Et souvenez-vous, je vous ai dit que pi de t, ce sont les probabilités à l'intérieur de la table de la loi normale cendrée réduite. Donc, vu qu'on sait que pi de t égale à 0,975, et bien on va chercher 0,975 à l'intérieur de la table de la loi normale cendrée réduite. Il est là. On va le projeter maintenant pour chercher le t correspondant. Alors, si l'on projette là, on a 1,9. Là, on a 0,06. Et 1,9 plus 0,06, ça nous fait 1,96. Et nous savons maintenant estimer notre intervalle de confiance à 95%. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.